tous. Oula, oula. J'ai pas encore parlé, hein, donc allez-y, vous savez pas à quoi vous attendre. Alors déjà, merci de me donner un peu de votre temps et j'essaie de vous donner. Oups. Vous expliquer un petit peu ce qu'on a essayé de faire à la Société Générale, ce qu'on est en train de faire à la Société Générale, et notamment dans la banque d'investissement. Alors, je suis effectivement DSI de banque d'investissement, banque privée, donc private banking et security services à la Société Générale. Alors, le constat que nous avons fait, et ce slide résume un petit peu l'enjeu qui est le nôtre. Alors, on part d'abord d'un contexte un peu particulier dans la banque, mais je pense qu'il est valable dans pas mal d'autres industries. Le premier élément, c'est que la banque, vous le savez, vous le lisez dans les journaux, sont dans une révolution incroyable. Elle commence avec la crise financière, et cette crise financière amène les régulateurs à imposer un certain nombre de règles de transparence, qui sont très bien, mais toutes ces règles de transparence obligent les banques, quelque part, à réinventer leur business model. C'est-à-dire que parce que de transparence, il y a besoin d'auditabilité, il y a besoin d'électronique, il y a besoin d'informatique. Et donc un certain nombre de métiers qui étaient des métiers à la voix deviennent des métiers électroniques. Donc élément extrêmement important, le régulateur impose un certain nombre de règles et ces règles obligent le métier à se poser des questions de réinventer la banque. Deuxième élément extrêmement important, qui n'est pas spécifique pour le coup à la banque, la transformation digitale. Alors, le buzzword, la révolution numérique, un peu partout. Mais dans la réalité, vous le constatez vous-même, avec vos enfants, avec la relation de l'utilisateur avec l'informatique change de manière assez importante et la relation, l'interaction entre le client et la banque change de manière importante également. Et la transformation numérique apporte un certain nombre d'outils qui, si on les prend en compte, peuvent amener de la valeur pour la banque. Donc c'est un peu comme l'électricité. Maintenant, elle est dans une prise. J'ai de la lumière si j'ai bien inventé la lampe. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais de l'ensemble de ces technologies, le big data, le touch, le cloud et tout ce qui va avec. Donc deux éléments très importants. Un, une révolution dans la banque, un contexte qui oblige les métiers à se reposer la question de comment je réinvente mon business model. Et deux, un certain nombre d'outils qui sont à disposition et qu'est-ce que j'en fais pour en tirer de la valeur. Ces deux éléments de contexte sont ce qui nous a amené à nous poser un certain nombre de questions de comment je réinvente la DSI, comment je transforme la DSI pour être au service du développement du business, pour être au service de la banque d'investissement. Et quelque part, la réponse pour nous, c'est le continuous delivery. Je vais expliquer comment nous sommes arrivés à mettre en place le continuous delivery, mais le continuous delivery, pour moi, ce n'est pas une lobby du DSI, ce n'est pas une lobby des informaticiens, c'est une réponse assez importante, c'est notre réponse à un contexte de business qui oblige quelque part à repositionner le SI de manière extrêmement différente. Donc on est dans un contexte de DSI, on fait énormément de développement en interne. Donc beaucoup de développement en interne, donc notre capacité à réinventer, à nous adapter est extrêmement importante. Donc dans ce monde qui se transforme, ce qui est important quelque part, c'est notre capacité à nous adapter vite. Donc le time to market, lui, est déterminant dans notre capacité à prendre des parts de marché. Comme le disent les gens du web, the first takes all. Donc le premier gagne la part du gâteau. Donc notre capacité à nous adapter à ce nouveau contexte de marché est fondamentale. Et c'est vrai dans quasiment tous les gens du web. Donc bonne transition pour le slide suivant. Quand on s'est posé des questions, donc on va faire du continuous delivery. Donc on a regardé un petit peu ce qui se faisait. On a trouvé une petite boîte qui s'appelle Google. On s'est dit tiens, on va essayer de voir si on peut faire comme eux. Alors on a regardé, ça c'est Google, je crois que c'était en 2008 si ma mémoire est bonne. Donc ils étaient 5000 développeurs. Vous regardez un petit peu les chiffres, pas mal de projets en parallèle. Pourquoi c'était important cet élément-là? Parce que chaque fois qu'on s'est posé la question est-ce qu'on pouvait faire du continuous delivery pour une grande banque comme la Société Générale, les premières réponses étaient non. C'est-à-dire qu'on va faire des équipes à côté qui vont être en méthode continuous delivery, créer leurs propres applications et en fait on va laisser les gens qui font de l'informatique classique à côté parce qu'on n'arrivera pas à les transformer.
Et notre réflexion, elle nous a amené à penser que ce n'était pas la bonne approche, même si un certain nombre de nos collègues ont fait autrement, c'est-à-dire on crée des petites équipes à côté. Pour nous, il était important de faire la transformation de l'intégralité de la DSI pour deux raisons. Premièrement, c'est que même si vous avez créé des petites applications à côté, à un moment ou à un autre, dans le cycle de développement, si vous voulez créer de la valeur, vous avez besoin du core banking system. Vous avez besoin que l'intégrité de la chaîne, elle, soit en méthode continuous delivery. Je ne peux pas créer un nouveau produit et ne pas savoir gérer ses risques. Je ne peux pas créer un nouveau produit et ne pas reporter correctement au régulateur. Je ne peux pas créer un produit et ne pas calculer sa valeur correctement. Donc l'intégralité du SI doit être capable de gérer le produit en méthode continuous delivery. Deuxième élément important de la réflexion, c'est qu'en fait, cette petite boîte, quand elle a décidé d'être en continuous delivery, ils avaient 5000 développeurs. Donc, ils avaient tout un tas de legacy. Et ils ont transformé l'intégralité pour être en méthode continuous delivery. Donc, comme je le dis souvent à mes équipes, on n'est pas plus intelligent que les autres, mais on n'est pas plus bête. Donc, si on a réussi à le faire, on devrait également réussir à le faire. Donc, on s'est engagé dans cette transformation. Donc, c'est possible de le faire. Comment nous sommes pris? Alors, nous sommes pris... alors ça, c'est grosso modo les 5 branches de la transformation que nous avons démarré en 2011-2012, un petit peu avant pour la partie Lean, mais je vais commencer à partir de 2011-2012. Nous avons d'abord commencé par l'agilité. C'est-à-dire que avant d'embrasser la partie continuous delivery, il est important d'abord de faire de l'agilité, être capable de faire de l'agilité. Non seulement les équipes internes, mais également avec les clients. Donc, comment on embarque le client dans des approches extrêmement agiles où il y a énormément d'itérations. Alors, l'agilité change un concept extrêmement important. Si vous regardez la manière dont on a fait de l'informatique jusqu'aux méthodes agiles, c'est l'approche ou le concept de base sous-jacent, c'est le contrat. Vous faites des specs et vous livrez ce qui est dans le contrat. Si ce qui est dans le contrat n'est pas bon pour la boîte, c'est pas grave. Vous avez livré le contrat. Ce qui est important pour la Société Générale ou la société, ce n'est pas le contrat, c'est la valeur. La question, c'est comment j'ai répondu à l'enjeu business. Donc, si le contrat est faux, il faut changer le contrat. Et donc, il faut être capable d'être extrêmement itératif dans l'approche de livraison. Donc la méthode agile, c'est la méthode évidemment extrêmement itérative qui englobe à la fois les clients enfin, le business et les IT, qui permet de manière extrêmement itérative de ramener de l'agilité, de l'innovation et de porter la meilleure valeur in fine sur le projet. Donc, premier élément, l'agilité. Deuxième élément, ce qu'on appelle la convergence technologique. Donc, il est important dans ce monde extrêmement itératif, foisonnant d'idées, d'avoir une certaine convergence sur la plateforme technologique. Donc, convergence sur le stack Java.net. Troisième élément de la transformation, ce qu'on appelle les software factory ou software quality. Il est extrêmement important d'être capable d'automatiser les cycles de tests de qualité de code, de livraison. Quatrième élément, la partie DevOps et donc le déploiement en continu, donc passage de la partie développement à la partie production. Et cinquième élément, la partie cloud, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir mon infrastructure comme code et donc de donner la possibilité à mes équipes de développement de provisionner et déprovisionner les environnements pour pouvoir aller très vite dans le développement. Un élément qui est supplémentaire, qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle le continuous delivery, c'est la partie Great Place to Work ou gestion des talents. C'est un programme qui est à côté de continuous delivery, mais qui sont extrêmement liés. C'est-à-dire que tout ça s'appuie sur une ressource extrêmement importante, qui sont les informaticiens, les ingénieurs. Donc notre capacité à gérer leur motivation, leur donner des challenges, les attirer, les retenir, les développer, est l'élément central finalement de tout ça. C'est-à-dire que comment j'attire les meilleurs talents autour de tout ça, les créatifs, les gens qui ont envie de faire bouger la banque. Donc notre programme Great Place to Work est un programme qui est au centre de tout ça. Alors je vous ai parlé, on a commencé par la partie agile. Et l'étape suivante est, donc si vous regardez les modèles de maturité, vont de l'agilité, craftsmanship, j'en passe, DevOps, continuous delivery. Et le point important, encore une fois, dans cet aspect, enfin, ce concept de création de valeur, si vous regardez malgré tout un projet développé en méthode agile, il est certes extrêmement itératif, mais tant qu'il ne va pas en production, il n'a pas créé de valeur. Je fais des specs, je fais du stock, je fais des devs, je fais du stock, je fais des tests, je fais du stock, je crée de la valeur quand je livre.
Et si c'est bon ce que j'ai livré, j'ai créé de la valeur. Parfois, je livre et c'est même pas bon. Donc, le point du continuous delivery est un élément extrêmement important. Si vous essayez de grapher ou de dessiner un peu la valeur pour la banque d'un projet, c'est 0. Jusqu'au jour où je livre en production, c'est 1 si tout va bien. Dans l'approche continuous delivery, vous avez une approche extrêmement incrémentale. Toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, tous les 3 semaines, vous livrez un petit morceau de votre application en production. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que non seulement, comme dans le cas des méthodes agiles, vous avez le feedback de votre client, enfin de l'équipe projet. Quand vous êtes en continuous delivery, vous avez non seulement le feedback de l'équipe projet, mais des clients finaux, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser le produit. Et il est important cette étape. C'est-à-dire que, pour revenir à notre petite boîte Google de tout à l'heure, quand ils livrent, ils ne livrent pas une version, ils livrent 2, 3 versions de la même fonctionnalité. Et ce n'est pas ce que moi, ingénieur, je pense qui est bon que je vais utiliser, c'est ce que le client final pense qui est bon que je vais utiliser. Donc la boucle de feedback du client final est juste déterminante pour être sûr que le produit que vous livrez est le meilleur pour la banque, dans mon cas personnel particulier. Donc le continuous delivery permet d'avoir cette boucle de rétroaction. Deuxième élément extrêmement important dans le continuous delivery à avoir en tête, c'est que quand vous êtes en continuous delivery, la chose plus importante, c'est la qualité de la production, c'est la stabilité de la plateforme. Et donc tout ce que je viens de vous expliquer, dont le Software Factory, le DevOps, sont extrêmement importants. Votre capacité à automatiser le cycle entre j'ai terminé mon dev et j'ai livré en production est extrêmement important, parce que si vous le faites manuellement, ça coûte trop cher, donc vous ne pouvez pas le faire. Si vous ne l'automatisez pas, ça veut dire que vous faites des opérations manuelles, ça veut dire que le risque d'erreur est extrêmement fort, donc instabilité de la plateforme, donc impossible de passer en méthode continuous delivery sans une automatisation complète de la chaîne entre je termine mon dev, je passe en production. Donc les applications qui passent en mode continuous delivery sont obligatoirement dans un modèle complètement automatisé entre le moment où j'ai terminé mon dev et je passe en production. C'est du presse-bouton. Cet élément est important, ce n'est pas qu'un élément d'efficacité, parce qu'in fine, c'est également plus efficace d'un point de vue coût, mais c'est également juste indispensable, puisque si je crée de l'instabilité, mes utilisateurs seront les premiers à dire « je ne veux pas du continuous delivery », évidemment. Alors, évidemment, on ne va pas non plus passer l'intégralité du SI en méthode continuous delivery, donc peut-être dans quelques années, mais il faut également faire un certain nombre de choix. Bon, c'est pas moi qui l'invente, c'est Gartner. La manière dont on le split en plusieurs layers, enfin plusieurs niveaux. Le système of records, la compta, on ne fait pas de la comptabilité en continuous delivery. On peut avoir des approches agiles dans la manière dont on fait les projets, mais on ne livre pas la compta en méthode continuous delivery. Donc, ça va crescendo entre des niveaux sur lesquels le cycle de vie de la transformation de votre application très faible jusqu'à des niveaux très élevés où vous avez l'innovation au sens business, c'est-à-dire les endroits où la création de la valeur est la plus forte. Et donc, vous descendez en fonction de la nécessité de continuous delivery du système en haut. C'est-à-dire si, pour créer un nouveau produit, je suis obligé de descendre très fortement dans la chaîne, donc je passerai en méthode continuous delivery. Donc pourquoi ce schéma est important, puisque dans l'approche, théoriquement, il n'y a pas de raison, comme je disais au départ, on va passer tous en continuous delivery. Mes équipes m'ont un petit peu raisonné pour dire qu'il va falloir qu'on y aille doucement et qu'on comprenne exactement où est-ce que ça crée de la valeur. Donc c'est extrêmement important également de faire ces choix. Alors, comment nous y sommes pris pour Société Générale et quelles sont les différentes étapes pour 2014 ? Donc on a ce qu'on appelle les foundations, donc c'est un certain nombre d'assets. On parlait tout à l'heure de Software Factory, Software Quality, sur lesquels nous avons, et le cloud. Donc on a gagné un prix encore la semaine dernière, je crois, sur la partie cloud. Donc les fondations qu'on a vu mis en place. Nous avons également mis en place des labs. Alors ce qu'on appelle les labs en continuous delivery, ce sont des plateaux entiers, donc plus de 100 personnes. Nous avons mis un certain nombre d'applications qui participent à un même processus business, et l'ensemble de ces applications, tous ensemble, sur le même plateau, avec de la contribution des utilisateurs, passent en mode continuous delivery. L'idée étant que ce que je veux, ce n'est pas une application en méthode continuous delivery, je veux un processus business qui passe en méthode continuous delivery. Donc cross-fertilisation, capacité de communication extrêmement forte entre eux. Donc 2 grands plateaux qu'on a mis ensemble.
Nous avons mis en place également la partie, ce qu'on appelle Go Fast. Alors, l'idée est le suivant, c'est c'est quelque chose qui est un peu viral. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens dans les équipes qui d'un seul coup se disent « mais moi aussi je veux y aller et je pense que je peux apporter de la valeur ». Et donc au début on se dit non, pourquoi on le ferait? Et finalement, pourquoi pas? C'est-à-dire que, et s'il avait la bonne idée? Donc ok, bon, on te finance un peu de coaching, de formation. Élément important, il faut bien encadrer l'ensemble de la transformation, qu'elle soit agile ou continuous delivery, ça ne s'invente pas. Des gens qui vous parlent, qui ont fait du continuous delivery ou de l'agilité, il y en a beaucoup. Regardez le track record. Donc prenez des gens qui l'ont fait, parce que ça peut vite être l'entreprise. Et je peux vous parler également après de ce qu'il faut mettre en place d'un point de vue DSI pour que tout soit coordonné. Donc on a laissé un certain nombre d'applications aujourd'hui, avec un peu d'encadrement, de formation, à aller faire du continuous delivery, même s'ils n'étaient pas dans notre cœur target initial. Et après la partie déploiement, qui est effectivement extrêmement importante. Il me reste du temps. Bon. Alors, si on parle un petit peu de la transformation qu'on a opérée, donc nous avons commencé en 2010, je disais tout à l'heure, c'était un petit peu avant 2012, où nous avons parlé commencé à parler d'efficacité. Et à l'époque, on a mis en place 2 grands programmes, ce qu'on appelait notre programme Lean. Donc Team Up, c'est du Lean Management chez nous. Et le Lean Management, à l'époque, je ne comprenais pas comment on applique du Lean Management au change the bank, enfin au projet. Donc, si vous avez quelque chose qui est du run, un processus qui tourne, vous optimisez le processus, c'est normal. Le processus coûtait 10, je le fais tourner avec 8, très bien, j'ai gagné 2. Facile. Maintenant, vous faites un projet, vous n'avez juste pas de référence. À chaque fois que vous changez de projet, vous êtes forcément soit dans des technologies différentes, soit avec des gens différents, soit avec un case, enfin un sous-jacent différent. Donc, faire une mesure qui soit incontestable sur du lean, sur des projets, c'est extrêmement dur. Donc je ne sais pas qui sait le faire, mais moi je n'ai pas compris. Donc on s'est beaucoup challengé en interne. Et c'est une des origines de pourquoi on s'est posé la question sur des projets, ce n'est pas du lean, c'est du agile qu'il faut faire. Donc la réflexion, elle commence là pour le agile. Et on a démarré avec quelque chose d'extrêmement important, qui est notre AS stratégie, donc qui était notre roadmap 2010-2015 sur le système d'information. Alors cet élément-là, il est extrêmement important. Pourquoi je l'introduis ici dans le continuous delivery et l'agilité? C'est que si vous voulez faire de l'agilité ou du continuous delivery, avoir une urbanisation du SI extrêmement claire est important. Sinon, c'est l'entropie. C'est-à-dire quand vous donnez à l'ensemble de votre DSI la capacité de faire de l'agile, si vous n'avez pas bien délimité correctement votre stratégie d'un point de vue SI et l'organisation du SI, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui répètent 30 fois les mêmes fonctions. Donc la capacité de maîtriser proprement et d'avoir des équipes d'architecture qui contrôlent l'urbanisation de votre SI est indispensable. Donc, et notre programme de décommissionnement, donc, où on a essayé de rationaliser également les applications qui faisaient la même chose. Hop, on décommissionne et on concentre tout ça. Là, en 2011, on s'est focalisé beaucoup, 2011-2012, sur la production. Vous voyez 2 lignes là, sur la partie production. Encore une fois, c'est comment je mets de la qualité sur mon système de production avant d'aller à l'étape suivante. Vous avez notre vision statement en 2012, et si simple, agile, efficace, dans un environnement de risque contrôlé. C'est toujours notre vision statement à long terme. Et en 2013, donc, nous avons poussé de manière très forte à la fois la qualité, l'agilité et le continuous delivery, qui est notre objectif maintenant 2014-2015. Alors, d'un point de vue perception, une perception du business extrêmement intéressante, c'est-à-dire que maintenant ils voient à quoi sert leur IT, donc ils en demandent. Donc pour la petite histoire, même si on est dans des contextes de ressources extrêmement restreintes, à la générale, je dis je ne sais plus faire. Donc je ne sais plus faire, en tout cas je ne sais plus faire efficacement. Donc le Change the Bank, le budget de projet, pour la DSI de SGIB, en 2014, quand on a fait le budget, j'ai dit stop, on ne sait plus faire de manière efficace. Donc le business voit la valeur ajoutée de l'IT et en demande. C'est extrêmement important cette capacité à comprendre de j'investis et j'ai mon argent en retour. Le deuxième élément extrêmement important qu'on n'avait pas anticipé, c'est la motivation du staff IT. Alors ça, je ne l'avais pas anticipé, et en fait, il est évident. Mais c'est-à-dire quand vous passez en méthode agile, le staff a le retour immédiat du travail qu'il fait.
quand vous êtes dans un projet qui dure 1 an, souvent vous avez le retour du produit à la fin. Or, quand vous êtes dans une méthode extrêmement itérative, et notamment les méthodes continuous delivery, vous avez le retour immédiat du travail fait par le client final. La motivation sur les staffs se découpe, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça devient leur bébé, leur produit, et ils s'y investissent de manière extrêmement forte. Donc, il y a un effet motivation de l'agilité et du continuous delivery sur les staffs que je trouve exceptionnel. Et donc de créativité aussi, puisque d'un seul coup, ça crée cette interaction entre le client et les équipes projet. Le dernier point que je pense qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai lu les bouquins, et quand j'ai lu les bouquins, j'ai dit aux équipes, bon, on va tous passer en méthode agile. Il m'a dit, écoute, mon garçon, on va faire ça de manière un peu différente. Il y a besoin d'accompagner les équipes. Donc, il y a besoin de convaincre les directions alors, j'essaie de réparer le matériel. Il y a besoin de convaincre les directions d'investir un peu. Il faut du coaching, il faut des gens qui ont fait du continuous delivery, et je vous conseille surtout de prendre des gens qui l'ont fait. Donc, quand on fait de la formation ou du training en méthode agile ou continuous delivery, on ne le fait pas sans raison. On le fait. Si tu fais un projet en méthode agile ou continuous delivery, tu as le training qui va avec. Tu n'as pas un training, on n'a pas formé tout le monde. Donc ça crée un peu d'embellie, donc les gens le font parce qu'il y a de... Et donc on va chercher des gens qui ont un track record sur le continuous delivery ou sur l'agilité. Alors je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas en France, de ceux que nous on a pu voir, nous. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc voilà pour la partie, je crois que c'était le dernier slide. Et du coup, je crois qu'on est largement dans les dents, n'est-ce pas ? Et donc, vous avez le droit de poser des questions, parce que je pense que c'est peut-être la partie la plus intéressante. Qui est devant là. 2 points concernant le continuous delivery, parce que vous allez au-delà de ça, vous faites carrément du déploiement en production, continuous deployment. Et comment est-ce que vous avez réussi à automatiser la validation de « OK, c'est bon pour un environnement X, je vais passer à l'environnement suivant et au suivant », parce qu'il y a parfois un élément humain qui peut arriver, un manager qui dit « OK, je valide ». Donc il y a parfois un processus manuel qui arrive de facto à s'insinuer dans l'automatisation d'un environnement à l'autre. Donc comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça? Et deuxième point, c'est vous parliez du retour des clients. Est-ce que vous avez réussi à automatiser le retour des clients via des mesures qui seraient faites sur vos applis, etc., pour savoir que j'ai mis quelque chose en prod le lundi, j'ai commencé à avoir des données le mardi, je les exploite, etc. Alors, donc sur la première partie, premièrement, les environnements sont tous pareils. Donc l'environnement de dev est aussi critique que l'environnement de prod dans une méthode continuous delivery. C'est extrêmement important. Et ils sont pareils. S'ils ne sont pas pareils, vous n'arrivez pas à faire de la continuous delivery. Donc la procédure qui est, je passe de l'environnement de dev à l'environnement de pré-prod ou d'intégration, vous l'appelez comme vous voulez, ou à l'environnement du UAT, à l'environnement de prod, c'est le même. Enfin, ça doit être le même. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est coûteux. Donc ça amène certains bénéfices parce que vous livrez tout, mais il faut également être capable d'investir dans vos environnements de manière extrêmement importante. D'où, je refais une parenthèse, le cloud est important, puisqu'il va falloir pouvoir faire du fast provisioning, fast deprovisioning, sinon je ne vous explique pas le coût de l'ensemble de ces environnements si vous devez tous les tenir en parallèle. Alors, oui, il y a des points d'interruption. Par contre, aujourd'hui, la personne qui fait la validation en UAT, elle ne dépend pas du développeur. Moi, je suis développeur. Je fais mes use cases. J'ai mon case que j'ai pris dans l'agile. Je l'ai développé. Je le pousse. Je suis le gars qui est supposé faire la validation avant d'aller en production. J'ai la possibilité de prendre ce case, le mettre dans mon environnement de UAT. Je le valide. Il est bon. Je ne sais pas quel est le processus, whatever, chez vous, vous prenez je sais pas, le client, je pose la question au client, j'ai validé mon truc, je peux te le passer en production, oui. Chaque individu doit être indépendant et pas dépendre du développeur. C'est ça, en fait, la clé. Après, je pense que dans chaque entreprise a ses spécificités, ses processus de validation. Pour nous, il y a effectivement, c'est du presse-bouton d'étape en étape, mais vous pouvez rajouter les étapes que vous considérez être les nécessaires pour avoir la validation avant d'aller en production. Ce n'est pas du presse-bouton. Le développeur, d'un seul coup, se dit, tiens, je vais pousser en production. By the way, c'est la clôture du marché. Et by the way, même s'il n'y a pas d'incident, j'ai mis le marché par terre. Ce n'est pas possible. Donc il y a un certain nombre de processus quand même de validation. Les gens qui ont le droit de pousser en production, ce n'est pas tout le monde. Donc, le processus est automatisé, mais il y a un certain nombre d'étapes à valider.
Alors la deuxième question, c'était sur le retour automatique, enfin, potentielle automatisation du retour que vous avez une fois que vous avez mis en prod via des outils que vous auriez. J'ai mis en prod telle fonctionnalité avec telle métrique, et du coup je commence à les consommer, etc. Alors, donc ça, alors, si on regarde un petit peu les étapes de maturité du Continuous Delivery, il y a une étape, je crois que c'est Facebook le fait, mais vous pouvez regarder, certains d'autres le font, qui est, comment ça s'appelle? Alors, il y a des gens de la Générale dans la salle, comment s'appelle le dernier là? C'est avec Kibana, les solutions comme Kibana, vous voulez dire non, le truc où tu livres la fonctionnalité, mais elle n'est pas codée. Ah oui, c'est le feature flipping. Feature flipping. Voilà, donc en gros, il y a certains qui le poussent jusqu'au bout, où vous avez mis le bouton sur le site et vous regardez juste l'intérêt des gens pour aller cliquer sur le bouton. Vous n'avez pas encore codé ce qui est derrière. Alors, on n'est pas poussé encore la perversité jusqu'à ce bout-là, mais on n'a pas de retour automatique parce que le type de population qu'on adresse aujourd'hui est encore beaucoup de populations internes de Société Générale. Néanmoins, si on regarde la manière dont les marchés sont en train de se transformer, je parlais tout à l'heure de beaucoup de nos clients passent de marché à la voix à marché électronique, oui. Donc on se pose aujourd'hui la question effectivement d'avoir le retour des clients. Maintenant, on a effectivement tout un tas de features, enfin d'outils qui nous permettent de regarder l'utilisation de nos fonctionnalités, mais pas de manière. Est-ce que ce que j'ai livré, est-ce que je peux automatiser la boucle de feedback? Ça, on l'a pas fait encore. C'est l'étape suivante. C'est le next step là. C'est le next step, voilà. Ok, merci. Arnaud aussi, il est là. Bonjour. Malgré les tests, si jamais il y a des problèmes, de quelle manière est-ce que vous automatisez l'éventuel rollback? Il est automatisé, effectivement, c'est dans le processus de test. Une obligation, c'est le processus le rollback est automatique aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un processus presse-bouton. Idem. C'est-à-dire que si jamais j'ai un problème dans une étape, il faut que je puisse revenir à l'étape suivante. Et normalement, alors on a fait des démos dans les quelques applications qu'on a déjà passées en presse-bouton, j'ai la possibilité, moi, celui qui pousse en prod, de faire le retour arrière aussi automatisé. Donc, je l'ai codé. Et si il y a des impacts sur les données, oui. On a également, vous êtes capable de faire du rollback également par rapport aux C'est données? un peu plus compliqué, oui. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais dans beaucoup de cas, c'est faisable. Il y a quelques cas où c'est pas faisable. D'accord. Merci. Notamment les bases de données, quelques petites complications. Oui. C'est ce que je me dis. Question là-bas. Je vais donner ce. Juste pour rebondir par rapport à la dernière question, cela suppose que primo, la livraison se fait en heure ouvrable, où il y a potentiellement le métier qui teste derrière ou l'utilisateur final pour que le retour se fasse et qu'un rollback se décide et derrière le code, l'appli, on la remet à l'état N-1. Première question. Et deuxième question, est-ce que le fait d'ouvrir l'application à un groupe restreint d'utilisateurs avant de la mettre réellement, ce qu'on appelle une mise en prod, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable dans un processus de continuous delivery? Oui aux deux questions, en fait. Dans la plupart du cas, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait effectivement à des groupes d'utilisateurs restreints. Et ce qui est intéressant on a 4 applications aujourd'hui qui sont en méthode continuous delivery. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans les slides, l'objectif c'est 32 à la fin de l'année et 50% grosso modo de ce qu'on appelle les applications critiques à fin 2015. Donc on va accélérer fortement en 2015. Et donc là, en 2014, on est en train de tester l'ensemble de ces éléments sur un panel suffisamment large. Mais effectivement, on va d'abord sur des groupes d'utilisateurs restreints. Et oui, on le fait en journée parce que pour l'équipe qui est en continuous delivery, le passage en production, c'est assez simple. Hein. C'était la même chose que passer de dev à UAT ou du UAT. C'est du presse-bouton, donc c'est assez simple à faire. Donc on le fait dans la journée. Enfin, on choisit quand même les périodes de la journée où ce n'est pas une clôture de marché. Une question là-bas. Il faut le micro. Bonjour, comment vous informez les utilisateurs finaux des nouvelles fonctionnalités qui sont livrées très régulièrement? Ils les ont,
Il y a plusieurs méthodes, mais celle qu'on préfère, c'est l'application même. Quand tu arrives sur l'application, tu sais que tu as les fonctionnalités qui sont arrivées sur ton application. Merci. Et par ailleurs, alors pour l'instant, on ne l'a pas encore complètement déployé, donc on est en train de déployer notre outil de gestion, enfin un nouvel outil de gestion de nos changes. L'idée étant que je peux suivre au même titre où vous suivez votre commande à la poste à travers un site internet, je peux savoir exactement où se trouve ma commande. Mais l'idée est de pouvoir l'avoir sur l'intégralité des développements et c'est pas homogène aujourd'hui entre les différentes applications, mais notre objectif c'est bien celui-là. Je poste une demande et je peux consulter où en est ma demande. Oui, bonjour, j'avais une question. Quel type d'application vous comptez passer sur le Continuous Delivery? Du web principalement, ou vous avez des applications client lourd? Et dans ce cas-là, sur le client lourd, comment vous faites? Arnaud, tu veux répondre? Alors, j'ai mes supporters, donc Arnaud Demar. Donc bonjour, donc je suis en charge d'une application qui s'appelle Elliot, donc qui gère toute la partie equity dérivée à la Société Générale. Donc c'est une grosse application et très centrale, donc qui rencontre pas mal de problématiques quand on réalise. Alors on va rentrer justement dans la démarche qu'a cité Carlos. Aujourd'hui, pour faire une réalise sur cette application, il faut 6 semaines. Donc c'est pas mal de préparation, beaucoup de tests, beaucoup d'environnements qui sont montés, démontés, beaucoup de jours hommes. Ça coûte 1200 man days pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Donc c'est quelque chose d'assez consistant pour la structure. Et on a l'ambition de passer ça à 2 semaines. Alors c'est pas complètement pouce-bouton, mais pour une application qui fait 12 millions de lignes de code, c'est énormément d'optimisation. Et pour y arriver, on va miser, comme l'a décrit Carlos, sur un certain nombre de piliers qui sont donc les Software Factory. Donc on a déjà mis en œuvre cette partie-là qui permet de builder toutes les nuits les 12 millions de lignes de code, qui concerne divers langages, qu'on va du C++, du Power Builder, enfin, on a vraiment toutes les technologies. Donc on a ces contraintes-là d'assemblage. Et on va greffer, on est en train de le faire, d'ajouter toute une partie de tests automatisés qui ont une connotation test unitaire, mais également tests d'intégration qui vont par exemple permettre de tester depuis la saisie de trade, donc on va simuler l'entrée d'un utilisateur qui rentre une position sur une action, sur un dérivé, et on va les vérifier donc avec les tests que la position est juste, que la trésorerie est juste, que la comptabilité est juste, que les outputs réglementaires sont justes. Donc on voit qu'on est assez profond dans les tests. On va utiliser Concomber, donc des choses assez modernes, bien qu'on soit sur un legacy. On va également simuler toutes les nuits les perfs. Donc on va faire du stress test, puisque sur cette application, les performances sont extrêmement importantes, parce qu'on a d'énormes volumes. On gère 500 000 trades par jour, et on restitue 1 milliard de positions par jour. Donc on a des grosses contraintes de performance. Et on va également œuvrer sur la partie métrique. Donc on a parlé tous les deux tout à l'heure de Kibana, donc on va utiliser fortement Kibana et tout ce qui va avec Sonar, donc pour permettre d'avoir des métriques quotidiennes qui permettent de voir comment le système évolue au gré des check-ins qui sont faits par les développeurs. Donc voilà, pour décrire sommairement le principe. Du coup, tu as suscité plein de questions. Là. Donc il y en a deux là. Il y a une dame avant, donc je vais passer là-bas et puis après vous. Attends, je te passe mon micro. Oui, bonjour. Vous avez évoqué le cloud dans votre première slide. Où est-ce que vous mettez la frontière environnement de développement, environnement de test, environnement de staging, production? Alors, effectivement, pour l'instant, on a, à quelques exceptions près, mais on a essentiellement du cloud pour les environnements de dev. Donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que tout soit dans le même environnement. On n'y est pas encore exactement, à l'exception d'une ou deux applications. Mais la target est bien celle-ci. Alors pour le faire, donc on a fait un cloud privé. Donc la confidentialité, la sécurité des données pour nous est importante. Donc pour l'instant, on fait un cloud privé. Donc je vous parlais tout à l'heure du prix de VMware que VMware nous a décerné la semaine dernière. Donc on a le prix du meilleur cloud privé en France. Donc on en est fiers. Mais c'est bien la target, c'est de pouvoir avoir nos environnements de dev, UAT, pré-production et production dans le cloud. Et quelques applications y sont déjà.
Maintenant, comme le disait Arnaud, je vous raconte l'histoire de quelle est la vision et la target, et évidemment, il y a un legacy. Donc le chemin pour y aller est long, pénible, mais la bonne nouvelle, c'est quand vous arrivez à embarquer les techos, les ingénieurs en informatique de vos équipes, ils trouvent tous des solutions incroyables. Arnaud est le premier sur la partie Elliott, mais d'autres sur CrossOne et d'autres applications chez nous sont extrêmement moteurs et on trouve des solutions assez innovantes, certes, mais des solutions pour aller dans le cloud, même dans des applications qui sont des applications legacy. Et il est important de les trouver, puisque si je reviens à mon objectif premier, qui était de dire je crée de la valeur et de l'agilité dans l'entreprise, j'ai besoin de traiter toute la chaîne. Si j'y arrive pas, j'ai perdu mon pari. Donc, je vous raconte pas que c'est facile, je vous dis que c'est possible. Alors, il y avait une question là derrière. J'avais deux petites questions. La première concerne vous avez parlé du continuous delivery qui se faisait sur une chaîne applicative et non pas sur une application isolée. Donc, je voulais savoir combien d'applications vous aviez dans vos chaînes, si c'est une centaine ou plutôt une dizaine. Et puis la deuxième question concerne les environnements et nous assurer que les différents environnements sont identiques. Est-ce que vous contraignez donc les développeurs pour pas qu'ils puissent modifier les configurations de serveurs d'application, etc. Ou alors vous faites confiance aux développeurs en question? Est-ce que je fais confiance aux développeurs? Oui. Maintenant, est-ce qu'il faut des contraintes? Oui aussi. Alors, la première question du nombre d'applications. Donc, si je vous parle des nombres d'applications dans une chaîne, je pense qu'on est plutôt dans l'ordre de grandeur de entre 50 et 100. D'accord, ça dépend du type de chaîne. En sachant que, alors pour donner quelques chiffres, en 2009, je crois que c'est 2009, Pascal, elle est là, Pascal. Nous avons compté le nombre d'applications. Alors, je veux dire la partie pure Skib, et à la partie Skib, donc c'est la banque d'investissement. Nous avions compté 1782, si ma mémoire est bonne, applications. Fin d'année dernière, nous étions à 950 ou 960. Et je pense qu'on peut encore en décommissionner 200. Et c'est extrêmement important, puisque c'est extrêmement important de contrôler, je parlais tout à l'heure de l'urbanisation du SI, d'avoir une application, une fonction, une application, une donnée, un référentiel. Après, il y a des questions de performance, vous dupliquez, mais il faut... le point important, qui est l'urbanisation du SI, est important quand vous faites de l'agilité. Je reviens à mon point, c'est l'entropie du SI. À partir du moment où vous donnez les clés aux gens, il faut que vous donniez également quelle est la carte de votre SI pour que les gens innovent à l'intérieur dans leur bac à sable et qu'on ne casse pas la maison. Donc il est extrêmement important de garantir une certaine sécurité dans l'ensemble du SI. Donc maintenant pour les environnements, si vous êtes dans un mode, dans un cloud, et que si vous regardez un certain nombre d'outils aujourd'hui dans le cloud, je veux parler de la vision encore, alors c'est ce que je vous dis, c'est pas tout à fait vrai dans toutes les applications, donc il y a un peu de configuration manuelle, de choses un peu compliquées, c'est vrai. Mais si vous regardez ce que font un certain nombre d'outils aujourd'hui du marché, et c'est une partie dans certaines applications que l'on fait, vous pouvez aller du presse-bouton jusqu'à provisionner les environnements et déployer sur la plateforme. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas en méthode continuous delivery. Donc, je sais bien qu'il est compliqué, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il est possible. C'est-à-dire que sur certaines applications, nous l'avons déjà fait. Et plus que ça, Google l'a fait. Les géants du web l'ont fait. Je vais raconter ma petite histoire. La petite histoire sur les comparaisons, c'est les banques, enfin, d'ailleurs, la plupart des industries aiment bien se comparer. Et donc, nous, moi, ça fait à peu près 10 ans que je me compare à mes pairs. Et donc je me compare à JP Morgan, qui est évidemment une référence, mais BNP Paribas, Crédit Agricole, Commerzbank, Goldman Sachs, enfin, un tas de grandes institutions financières. Et on utilise une société qui s'appelle, leur faire la pub qui s'appelle Expand, qui fait du très bon benchmark pour les banques d'investissement dans l'IT. Et en fait, quand on se compare avec Expand, on est plutôt pas mal. Mais comme je dis souvent, en fait, on se compare entre mauvais. Et si notre référence sont les banques d'investissement, on se trompe. En fait, la vraie référence de ceux qui ont compris comment faire de l'IT, ce sont les géants du web. Eux ont compris comment je fais de l'IT.
Et donc, il faut juste changer la référence. Et donc, mon point, pour revenir à votre question sur les environnements, oui, c'est compliqué, mais oui, c'est faisable. Et c'est d'autant plus faisable que si vous regardez Google, c'est pour ça que je mettais le slide d'introduction, ils avaient une taille similaire à la nôtre. 5000 développeurs. J'ai à peu près 5000 développeurs. Donc, ils avaient des tailles extrêmement importantes. Donc, si c'est possible de le faire pour des gens de cette taille-là, je devrais pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas une impossibilité. C'est une question de structuration, d'emmener effectivement l'ensemble des équipes dans une même vision, vos business, effectivement une proximité avec les business extrêmement forte, puisque c'est beaucoup d'investissement, et donc s'assurer que la valeur ajoutée de notre transformation rapporte la valeur également d'un point de vue business. Donc, voilà. Mon point est, c'est compliqué, je ne vous ai pas dit que c'était simple, mais c'est faisable. Et effectivement, pourquoi c'est faisable? Nous l'avons fait avec certaines des applications aujourd'hui qui sont déjà en méthode Continuous Delivery. Donc automatisation, c'est le mot-clé. C'est-à-dire que chaque élément de la chaîne doit se poser la question de quelle est la valeur ajoutée de sa tâche pour la maison. Le développeur produit du code. Le business analyst fait de la business analyse. D'accord? Livrer quelque chose, enfin faire des tests répétitifs, et je fais 50 fois le même test, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Il faut l'automatiser. Livrer en production et passer notre temps à configurer 50 000 environnements, ça ne sert strictement à rien. Donc si je peux l'automatiser, je l'automatise. Donc le maître mot, c'est automatisation. Automatisation. Tant que vous n'avez pas réussi à automatiser votre processus de livraison, vous ne pouvez pas faire du continuous delivery, puisque vous allez créer de l'instabilité en production et vous allez créer des coûts supplémentaires pour la banque. Le troisième élément, c'est que si vous n'avez pas de cloud, vous allez exploser vos coûts d'infrastructure. Donc, fondamental, il est essentiel de mettre en place l'infrastructure as code, sinon vos provisionnements et déprovisionnements d'environnement, vous êtes obligé de les garder, vos environnements. Donc, vous les payez. Une dernière question, puisque je crois qu'il nous reste 5 minutes, c'est ça? Ou 3 minutes? Comment concilier le DevOps avec un centre de services partagé infra qui, par définition, est conçu pour faire de l'industriel, plus ou moins du one size fits all? Tu peux recommencer la question? Comment faire du DevOps alors qu'en parallèle de ça, tu as un centre de services partagé infrastructure qui est câblé pour faire de l'effet d'échelle, de l'industrialisation, du normé, et qui, presque par nature, est antagoniste avec l'agilité? Alors, tu parles pour l'infra? Oui. Alors, si GTS, vous regardez, concrètement. GTS, oui. Bon, alors, pourquoi il y a beaucoup de gens de la Générale aujourd'hui dans la salle. Alors, la réponse, elle s'appelle le cloud. Et ça s'appelle. Et si vous regardez un petit peu le slide précédent. J'ai de montrer, il y a un élément. Alors, dans ce slide, il y a un truc qui s'appelle ici, dont je vous ai parlé, qui est la convergence des standards. Vous êtes obligé. Le point, il faut que je termine en 2 minutes. Donc, pourquoi c'est important, c'est le cloud. La réponse à ta question, c'est le cloud. C'est-à-dire que il faut que les applications qui passent en mode continuous delivery puissent bénéficier complètement du cloud. Autrement, vous ne pouvez pas bénéficier de l'effet d'échelle. Donc, pour prendre l'exemple de la Générale dont tu parlais, c'est-à-dire le banque de détail, banque d'investissement, il faut que l'ensemble de la plateforme puisse aller dans un cloud normalisé, de telle sorte à ce que banque de détail, banque d'investissement, banque de services, enfin les services financiers puissent tous leverager sur cette plateforme. Et il ne faut pas demander à des gens qui font des choses complètement différentes de mutualiser. C'est-à-dire le DBA sur une banque de détail ou le DBA dans la banque d'investissement ne font pas exactement la même chose. Sauf si on a réussi à faire en sorte que la banque d'investissement, la banque de détail ou les services financiers ou whatever utilisent tous le même stack technologique. Et donc, je déprovisionne mes environnements. Et by the way, tu peux t'imaginer qu'un jour, ce soit le cloud, pas privé même, le cloud public. Donc, je crois qu'on a terminé. Donc, merci pour votre attention.